Le président Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre Boubou Cissé sont arrêtés par des militaires et acheminés au camp de Kati près de Bamako cet après-midi. Peu avant leur arrestation, des militaires maliens en colère ont pris les armes et ont tiré en l'air. La situation restait confuse dans la capitale malienne et dans sa banlieue. Les raisons de ce coup de colère n'étaient pas immédiatement claires, mais elles semblent plutôt bien se définir. Explication détaillée dans un court instant. Un accord est signé entre 22 partis de l'opposition politique burkinabé ce matin à Ouagadougou. Ils s'unissent ainsi contre la majorité présidentielle gonflée aussi à bloc pour les élections présidentielles et législatives de novembre prochain. Le protocole engage les partis à s'unir autour du candidat de l'opposition qui sera éligible pour le second tour des élections. Compte rendu à suivre dans ce journal. Dans cette édition également, le Nigeria fronce la mine contre le Ghana après avoir observé la fermeture des commerces de ses ressortissants dans le pays d'Akufo-Addo. Se sentant indigné par cette mesure forcée, le Nigeria dit prendre des mesures urgentes pour régler au mieux cette affaire. Quelle est la raison de cette situation qui ne favorise pas le libre-échange dans ces deux États anglophones? On vous donne plus de détails dans ce 20h. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCA. On l'a appris cet après-midi même, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par des militaires. Les deux hommes forts du pays, contestés depuis plusieurs semaines, sont acheminés au camp de Kati à 15 km de Bamako. C'est justement de ce camp qu'était partie la déstabilisation contre le président Amadou Toumani Touré à Tété en 2012. Au moment où nous bouclions justement ce journal, plusieurs ministres et généraux sont également arrêtés. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Moussa Tembine, aurait été arrêté aussi, tout comme le ministre malien de l'économie et des finances, Abdoulaye Dafé, arrêté tôt ce matin par des hommes armés. Les instigateurs de la mutinerie qui s'est transformée en une tentative de coup d'État sont trois officiers supérieurs, il faut le savoir. Il s'agit du général Cheikh Fantamadi Dembélé, les colonels Dia et Mama Sekou Lelanta. Et le mouvement fait face à une partie de l'armée restée loyale au président Ibeka. À présent, on vous compte justement les événements qui se sont déroulés avant cette arrestation. C'était plutôt dans le courant donc, de cette journée du mardi où ces mêmes militaires issus du camp de Kati étaient décidés à en découdre visiblement avec les tenants du pouvoir de Bamako, Judasda. Des tirs entendus dès ce matin au camp militaire de Kati. Ce camp, situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako, est l'un des plus importants du Mali. Un coup d'État serait-il en gestation? Aucune réponse possible pour l'instant. Le siège de la télévision nationale est vide, selon nos confrères de RFI. Des manifestants se regroupent ça et là en soutien aux frondeurs. Sur ces images, des véhicules militaires. Selon les informations, ils feraient route vers Bamako. Aucune réaction officielle jusque-là. Des personnalités dont des ministres et des autorités militaires seraient aux arrêts. Les représentations diplomatiques appellent leurs ressortissants à rester chez eux. Trois hommes seraient les instigateurs de ce qui ressemble à un coup de force. Ce sont le général Fantamadi Dembélé et les colonels Diao et Lelenta. Et après donc la sortie des militaires, les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans un communiqué, la CEDEAO appelait justement les militaires à regagner sans délai leur caserne. Elle invitait aussi les militaires à adopter une posture républicaine. Le bloc sous-régional conclut en rappelant sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnelle. Pour sa part, l'envoyé spécial donc, des États-Unis pour le Sahel a déclaré aussi que Washington est contre tout changement de gouvernement par des moyens qui ne sont pas conformes aux lois du Mali. De leur côté, les ambassades de la France et de la Norvège, bien sûr, à Bamako, recommandent instantanément à leurs ressortissants de rester chez eux les jours à venir. Nous situerons sur l'évolution des choses. Près de 3000 personnes ont marché hier dans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise, pour réclamer justice et paix. Un défilé pour manifester également leur déception
Un an après la signature de l'accord de transition, les manifestants arboraient des drapeaux et des banderoles sur lesquels ils réclamaient justice, paix, réforme du système sécuritaire ou encore mise en place d'un pouvoir civil. Marchant au son des tambours, ils sont allés jusqu'au siège du gouvernement pour faire savoir leur frustration sur la signature de l'accord de transition conclu le 17 août 2019 après la chute d'Omar El-Béchir. Cet accord justement prévoyait entre autres un transfert du pouvoir aux civils, des négociations de paix avec les mouvements rebelles et bien sûr le redressement de l'économie. Des affrontements ont éclaté en fin de rassemblement quand un conseiller du Premier ministre Abdallah Hamdok est sorti récupérer une lettre rédigée par les manifestants qui réclamaient que le chef du gouvernement se présente lui-même. La police a aussitôt tiré des grenades lacrymogènes tandis que des manifestants, en majorité des jeunes, ont brûlé des pneus avant de se disperser. Un porte-parole des manifestants a affirmé que les marches se poursuivront jusqu'à ce que les réformes soient pleinement mises en œuvre. Le conseil militaire à la tête du Soudan et les meneurs de la contestation ont signé le 17 août 2019 une déclaration constitutionnelle finalisant un accord historique pour un transfert progressif du pouvoir aux civils, mais jusque-là, rien n'a été fait. Du Soudan, on y va maintenant en Mauritanie. Des soupçons de corruption pèsent sur l'ancien chef d'État Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République islamique de Mauritanie de 2008 à 2019 a été placé en garde à vue hier lundi, peu après sa convocation par la brigade de répression des crimes économiques, alors qu'il comptait organiser probablement une conférence de presse afin de se défendre face aux graves accusations des gens qui ont manifesté leur intérêt pour les meetings que nous avons faits. Certes, il y a quelques partis politiques qui ont prôné et qui l'ont prôné d'ailleurs par le passé le boycott, mais les résultats sont là. S'ils ont demandé, s'ils ont lancé un appel pour le boycott, en tout cas, ce boycott n'a pas été suivi et n'a pas été entendu en Mauritanie. Vous passez facilement au premier tour. C'est justement en fin juillet dernier que les députés mauritaniens ont voté une loi instituant une haute cour de justice compétente pour juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. Mohamed Abdelaziz est gardé en vue dans la villa située dans l'enceinte de l'école de la police assise à Nouakchott, une villa justement où il a même lui-même gardé Abdelhani Sejounou, patron des renseignements militaires libyens sous le régime de Kadhafi, avant donc de le livrer à la Libye contre un montant de 200 millions. Il lui est reproché clairement en bisbille, donc actuellement avec son successeur, j'allais dire, le chef de l'État, Mohamed Cheikh El Ghazouani, d'avoir attribué toute une série de gros contrats de gré à gré en contravention avec la loi portant son règne et d'avoir pillé les ressources du pays. Revenons maintenant au Burkina Faso. 22 partis politiques de l'opposition unissent leurs forces pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2020. Leur union s'est matérialisée justement ce matin même par la signature d'un protocole d'accord. Le protocole engage les partis à s'unir autour du candidat de l'opposition qui sera éligible pour le second tour des élections présidentielles et renferme bien sûr des engagements pour la gestion de l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin. La signature s'est faite en présence de Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. Ils sont au total 9 candidats issus de 22 formations politiques de l'opposition burkinabé à unir leurs forces pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Tour à tour, les différents responsables politiques apposent leur signature sur l'accord politique. De quoi favoriser l'alternance politique et apporter une alternative nouvelle aux différentes préoccupations du pays. Les partis à l'accord s'obligent à soutenir celui des signataires du présent accord qui arriverait au second tour de l'élection présidentielle de 2020. Ce soutien se fera par appel public et toute autre forme de stratégie et ou d'action non interdite par la loi au plus tard dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour par le Conseil constitutionnel. Les partis à l'accord s'obligent à mutualiser leurs forces, leurs équipements et leurs finances en soutien à celui des leurs arrivés au second tour de l'élection présidentielle
de 2020. Dans le cas où 2 candidats signataires du présent accord arrivent au second tour de l'élection présidentielle, chaque parti à l'accord est libre de soutenir le candidat de son choix. Les partis à l'accord sont libres d'établir des listes communes pour les élections législatives. La gestion du pouvoir d'État après les élections se fera dans le sens de l'intérêt général et suivant les règles de la bonne gouvernance. Le président du Faso, issu du présent accord, s'oblige à associer toutes les forces ayant concouru à son élection à la gestion du pouvoir d'État tout au long du mandat, sauf désaccords politiques graves constatés par les partis à l'accord. Les partis à l'accord représentés à l'Assemblée nationale s'obligent, en cas de majorité parlementaire, à gérer collégialement tous les organes et postes administratifs à l'Assemblée nationale dans le respect des textes en vigueur. Pour le chef de file de l'opposition, cet accord marque la volonté affichée des différents partis engagés pour une relance socio-économique du pays. Notre pays vit depuis 5 ans une situation qui s'est dégradée étape après étape et qui fait qu'aujourd'hui le Burkina Faso est à reconstruire. La responsabilité historique du président Kaboré, de son parti le MPP et de leurs alliés est fortement impliquée dans ce déclin de notre pays. Notre peuple a soif de changement, il a soif d'alternance, il a soif d'alternative. Aujourd'hui, son opposition républicaine la lui apporte avec le souhait très ardent qu'il répondra présent à notre appel et nous donnera les moyens d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire pour le bonheur de Burkinabé. Cap est donc mis dans 3 mois pour les élections présidentielles et législatives qui s'annoncent des plus palpitantes. De l'opposition politique, nous passons à l'actualité de la majorité. Non, le président du Faso ne fait pas de la campagne déguisée. Elle ne viole donc pas la loi et elle réaffirme même son attachement aux principes démocratiques et républicains. C'est en substance la réponse de la majorité présidentielle à l'opposition qui l'accusait justement il y a quelques jours de violer l'article 68 du Code électoral. La PMP ne manque pas d'arguments juridiques pour étayer sa réponse et justifier même son bon droit et son devoir de redevabilité envers les Burkinabés. Suivez ce récit. L'opposition accuse le chef de l'État, ses ministres et sa majorité de mener une campagne déguisée et ce à moins de 90 jours des scrutins présidentiels et législatifs de novembre 2020. L'alliance des partis de la majorité présidentielle s'inscrit en faux. L'article 68 du Code électoral n'est pas violé selon la majorité qui réunit une soixantaine de partis politiques. La PMP qui réaffirme son attachement aux principes démocratiques et républicains. Et pour elle, ce n'est pas le candidat Roch-Marc Christian Kaboré qui va à la rencontre des Burkinabés, mais bien le président de tous les Burkinabés qui a le souci de leur rendre compte de ce qu'il a fait du mandat à lui confier. L'article 36 de la Constitution ne stipule-t-il pas que le président du Faso est le chef de l'État et est garant, entre autres, de la permanence et de la continuité de l'État? Le gouvernement, pour ainsi dire, est dans son rôle régalien en exécutant une mission qui rentre dans ses attributs constitutionnels en référence à l'article 61 du titre 4 de la Constitution qui stipule que le gouvernement, en sa qualité d'organe de l'exécutif, conduit la politique de la nation. L'activité gouvernementale ne saurait en effet être mise en hibernation. Bien au contraire, elle est de constante obligation parce que l'État doit continuer à fonctionner. La majorité note même les efforts du président de ne pas faire d'amalgame entre le candidat qu'il est et le président en exercice. Et pour preuve, le MPP et ses alliés notent que le chef de l'État s'est gardé de s'afficher au congrès du MPP qu'il a investi comme son candidat. Nos ambitions politiques sont légitimes, certes, mais nous savons, par devoir républicain, séparer l'État en tant qu'entité qui a la charge de conduire les politiques publiques
pour le bien de l'ensemble des Burkinabés, des partis politiques dont la raison d'être est de conquérir, gérer le pouvoir d'État et d'animer la vie politique nationale. La PMP prend acte de la décision du chef de file de l'opposition de saisir la justice sur cette question et se veut sereine sur la légalité de ces actes. Devant la perspective d'une bataille juridique acharnée, la PMP affiche une sérénité sans pareille. Elle affirme aussi sa volonté à œuvrer avec l'opposition politique à consolider les bases de la démocratie au Burkina Faso. On change à présent de registre. Le siège du secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qu'est-ce que j'allais dire ? ZLECAf, j'y arrive finalement, est officiellement inauguré à Accra, au Ghana. Une inauguration faite par le président Nana Akufo-Addo hier lundi. La ZLECAf ambitionne la création des marchés libéralisés pour les marchandises et les services facilités par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et ce conformément justement à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Le président ghanéen a noté qu'il s'agit d'un moment historique pour le Ghana, relevant la fierté de son pays d'avoir le privilège d'accueillir cette institution panafricaine. Je vous propose à présent donc d'attendre le président Mahamadou Issoufou, champion du libre-échange africain. À ma qualité de champion de la zone de libre-échange continentale africaine, permettez-moi de me réjouir de cet important événement qui constitue un signe de plus que ce projet emblématique de l'Union africaine avance et poursuit inexorablement son chemin malgré les vicissitudes liées notamment à la pandémie Covid-19 qui affecte l'ensemble de la planète. Le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu à Niamey le 7 juillet 2019, a procédé au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine et a pris la décision qu'Accra, capitale du Ghana, patrie du docteur Kwame Nkrumah, l'un des pères fondateurs de l'Union africaine, accueillera le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Afrique doit s'unir ou périr, avait dit cet éminent panafricaniste. En créant la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons fait le choix de nous unir. En acceptant d'accueillir le siège de la zone de libre-échange continentale africaine, le Ghana reste fidèle aux convictions de ce digne fils de l'Afrique. Sans infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires et de télécommunications, objet du plan de développement des infrastructures de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine sera une coquille vide. Il en sera de même sans la mise en œuvre des autres plans relatifs à l'industrie, l'agriculture, les mines, etc. En particulier, l'industrialisation de notre continent nous permettra de mettre fin à ce statut de simple réservoir de matières premières, statut digne du pacte colonial. Nos peuples veulent d'un ensemble économique intégré et dynamique, où eux, leurs produits et leurs services circulent librement. Et sachez que la ZLECAf fera de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde avec une population de 1,2 million d'habitants. La zone devra donc favoriser entre autres la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter même les investissements, promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, renforcer aussi la compétitivité des économies des pays africains et promouvoir le développement industriel. Et pendant qu'on parle justement de la circulation des capitaux et des personnes physiques, des magasins des étrangers, principalement ceux des Nigériens, ont été fermés de force à Koumassi, deuxième ville du Ghana, par des commerçants ghanéens. Cette action a été visible grâce à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. C'est donc la colère chez les Nigériens.
Le ministre nigérien justement des Affaires étrangères, Geoffrey Oyama, a annoncé dans un tweet que son pays doit prendre des mesures urgentes exprimant la consternation de son gouvernement. La vidéo en question montre un Nigérien, certainement que vous voyez, parlant à des agents de sécurité en fermant sa boutique au Ghana. L'homme a affirmé dans la vidéo qu'on lui avait demandé de payer $1 million à titre de taxes. Les autorités ghanéennes contestent cela, affirmant que les étrangers ne sont autorisés à ouvrir une entreprise au Ghana que s'ils investissent $1 million. Un groupe de pression, la Human Rights Watch Association, a appelé le gouvernement nigérien à riposter contre les entreprises ghanéennes au Nigeria. Certains Nigériens, justement, remettent en question la raison d'être de l'imposition de conditions par le Ghana compte tenu des accords sur le libre-échange et la circulation conclus par l'organisme régional qui est bien sûr la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La saison des pluies et ses dégâts, on en parle encore. Cette fois, c'est à Kilouin, un quartier de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Après une forte pluie, dans ce quartier, il faut parfois avoir des jambes d'Usain Bolt ou faire preuve de malice pour sortir de ce choix. Eh bien, route impraticable, canaux d'évacuation inexistants et domiciles inondés. Vous connaissez bien sûr les conséquences, frustration, colère et même des maladies. C'est le constat que nous avons fait donc avec Bassirou Ouagadougou ce week-end. Regardez. Nous sommes le dimanche 16 août, 2 jours avant, une pluie est tombée sur la capitale Ouagadougou. Au quartier Kilouin, on se crée des ponts traditionnels à l'aide de briques pour rejoindre une boutique ou un domicile et parfois avec de grandes enjambées. L'eau stagne sur presque toutes les voies que nous visitons. Ici, c'est un passage forcé que l'on fait pour évacuer l'eau. Seul, à deux et à moto, on essaie de trouver une terre moins boueuse pour circuler. C'est le visage désolant que présente cette voie empruntée par les habitants du quartier pour leurs tâches quotidiennes. Les 2 jours, les temps les pluies, ça nous dérange ici beaucoup. Vous-même, vous voyez, comme on la voit, ça nous dérange. Moi, c'est juste à côté, vous voyez, ça a des coiffés à côté, Mares coiffure ici là-bas. Tout quand il pleut sur moi, ce sont les difficultés assez. C'est déjà ici beaucoup. On a besoin de l'aide, s'il peut venir nous aider, il ne peut pas venir vraiment dire là. Ces 2 jours-là, la pluie nous dérange beaucoup. Pas de passage. L'eau de ruissellement trouve donc son confort dans des habitations, comme chez ses citoyens, où la maison s'est transformée en une piscine pour alevins, pourrait-on le dire. Impossible pour lui de dormir chez lui. Il nous confesse que sa petite famille a dû donc aller ailleurs, le temps que l'eau s'humecte. Avec cette eau qui ne circule pas, alors bonjour les maladies, Monsieur Paludisme qui a trouvé sa période favorable. Bon, on demande tout simplement de l'aide. Que bon, les gens viennent à notre secours, sinon franchement, là, c'est pas facile. Les moustiques nous dérangent, palus, les enfants tombent malades, les mamans, les papas, tout le monde. C'est problème seulement. On n'a pas le choix, on vit dans l'eau là comme des poissons. On n'a pas le choix. On est devenu des crapauds, des poissons, tout ce qui est mauvais, on est dedans. Autre conséquence, des habitations inachevées devenues des lieux où l'eau et les ordures font bon ménage. De quoi fâcher cet élève. Il y a une maison vide ici. On dit à la personne de venir et trouver une solution avec sa cour. Il refuse de vendre. Maintenant, quand il pleut, l'eau la remplit dans le quartier, là, on ne peut même pas sortir. On est obligé de rentrer dans l'eau, la sortir et puis revenir. Par exemple, si tu es en ville et puis il pleut, tu as des soucis. Tu peux même pas... Quand tu es au service là, c'est dans le quartier seulement tu penses. Parce que quand tu viens, tu ne peux pas rentrer. C'est obligé que tu rentres dans l'eau. Il y a d'autres même qui dorment dans l'eau. Quand il pleut comme ça, personne n'est en paix. On est obligé de vider l'eau là pour pouvoir dormir. Elle n'a qu'un seul souhait à présent, produire et installer suffisamment de caniveaux sur les voies pour l'évacuation des eaux. On veut des caniveaux pour que l'eau puisse sortir. De temps en temps, on est là, les moustiques nous fatiguent. 18h même là, c'est trop. Il faut que vous partez sous les moustiquaires pour pouvoir causer. Tu ne peux même pas t'asseoir devant ta porte durée. Les habitants de Kilouin nous le disent. Le constat, les autorités communales l'ont déjà fait plus d'une fois, mais jusque-là, pas d'action depuis des années. Alors, elles sont de nouveau interpellées pour donner une fière allure à ce quartier qui est tout autre comme ceux de Ouagadougou.
Voilà, madame, messieurs, l'édition de ce soir s'est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, suivez encore les programmes de la chaîne africaine de télévision. Je serai avec vous demain pour d'autres actualités. Portez-vous bien, prenez bien soin des autres. Excellente soirée.